À quoi ressemble la vie d'un théâtre en pleine guerre? Comment se déroulent des répétitions durant les alertes aériennes, les coupures d'électricité et le manque de chauffage? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Christophe Galliot, metteur en scène. Christophe est venu en Ukraine en janvier 2026 pour mettre en scène l'Avare de Molière au théâtre Molody de Kiev. Il a passé quelques mois dans la capitale ukrainienne en travaillant avec des comédiens ukrainiens. La première de son spectacle a eu lieu le 11 avril 2026. Bonjour Christophe, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de parler au podcast L'Ukraine face à la guerre. Tu es metteur en scène français, mais on se retrouve à Kiev, la capitale ukrainienne, tout au centre de Kiev. On se retrouve aujourd'hui. Tu es venu en Ukraine pour mettre en scène une pièce de théâtre de Molière dans un théâtre au centre de Kiev. Ça fait déjà plusieurs mois que tu es là, depuis fin janvier 2026. Alors explique-nous, en fait, ta motivation, te rendre dans un pays en guerre pour mettre en scène une pièce de théâtre. Bonjour Tetiana, c'est moi qui te remercie de m'inviter ici. C'est un peu émouvant de revenir dans ce lieu, dans ce bâtiment que je connais depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Je suis venu pour la première fois à Kiev en 2014-2015. Alors pourquoi ce théâtre ? Pourquoi Molière ? Pourquoi un pays en guerre ? Tu sais, pour un metteur en scène, le plus effrayant, ça sera jamais... C'est curieux, c'est un peu bête de dire ça, ce sera pas vraiment forcément la guerre, c'est plutôt l'œuvre, c'est plutôt Molière qui me fait peur. Mais pourquoi Kiev ? Parce que ce sont des amis, surtout. J'ai créé un spectacle il y a exactement 16 ans. À l'époque, j'avais fait traduire une pièce d'un auteur français contemporain que j'aime beaucoup, Rémi DeVos. Je l'avais fait traduire en ukrainien. J'avais été invité par le théâtre Molody à cette époque pour mettre en scène cet auteur. La traduction ukrainienne avait été faite par Neda Niejdana, que j'ai revu quelques années plus tard à Paris et qui m'a confié la première mise en scène de sa pièce Maïdan Inferno. Donc c'était après les événements de Maïdan, cette seconde rencontre avec Neda, qui était... originellement ma traductrice, mais je ne connaissais pas son œuvre théâtrale. J'ai participé bien modestement à la rédaction de la traduction de sa pièce, qui a été publiée à la Maison de l'Europe et de l'Orient à Paris. Donc c'est une sorte de continuité naturelle qui s'est installée comme ça. Et puis, bon, les événements ont changé un petit peu la face du monde européen. Ça, c'est la géopolitique. Mais moi, j'ai toujours gardé cet attachement après ma découverte de l'Ukraine, donc fin 2014, 2015. À l'époque, j'avais été invité c'était le Centre culturel français. Non, c'était l'ambassade, le service culturel français de l'ambassade, pour travailler avec des acteurs de Kharkiv. Et j'avais rencontré l'Ukraine à travers Kharkiv. J'ai connu l'Ukraine par Kharkiv, c'était mon premier voyage en Ukraine, ensuite Kiev, bien sûr, et puis la Crimée ukrainienne que j'ai visitée, Odessa. Enfin, j'ai vraiment eu immédiatement un attachement avec l'Ukraine. Ensuite, le théâtre Molody. Et lorsque j'ai appris par hasard que Stanislas Moïseïev, le directeur du théâtre Molody, qui avait quitté le Molody quelques années après ma mise en scène de Rémi DeVos, était revenu à la direction de ce théâtre. Je l'ai appris par des amis communs. Je me suis dit, tiens, Stanislas est revenu au théâtre. Bon, évidemment, c'était la guerre. Je lui ai envoyé un petit mot. Je lui ai dit, je suis un peu... vous me manquez tous. Et alors, il m'a dit, mais tu veux revenir travailler chez nous ? Et je lui ai répondu, oui, tu n'as pas peur ? Ben, ça dépend quelle pièce on va faire. Alors, la conversation a pu continuer sur des bases artistiques. Et finalement,
finalement, après... Vous savez, tu vois là, Tatiana, tu vois, c'est un long processus, le théâtre. Un long processus. Ça a duré des mois, on ne trouvait pas de pièces. On ne trouvait rien, on n'arrivait pas à s'entendre sur des pièces que je proposais, vu le contexte actuel, lui semblait pas opportun, ce que je peux comprendre, donc on cherchait, puis un jour il a craqué, il en avait marre, il m'a dit écoute, Il a dit, on va faire Molière. voilà, prends l'avare et je te donne Vertinsky, qui est un acteur que j'admire énormément. Alors, il n'y avait plus de discussion possible. Et voilà, me voilà, j'arrive fin janvier, début février. Et donc là, c'était un voyage quand même, le premier voyage pour toi que tu connais bien l'Ukraine, tu as visité, comme tu viens de dire, mais c'était le premier voyage que tu effectuais après la grande invasion russe, c'est-à-dire que dans l'état de lieu de la guerre, donc c'est pas le même voyage que tu as fait à 2010, 2015, 2016, parce que tout simplement, on peut pas prendre un billet d'avion depuis Paris, arriver à Boryspil et être ici au centre de Kiev au bout d'une heure. Donc il faut faire tout un autre chemin, donc jusqu'à Varsovie, après enchaîner les trains et puis arriver aussi dans une capitale qui manque un peu d'électricité, un peu de chauffage, parce que toi tu es arrivé au mois de janvier 2026. C'est donc ça. Rappelons à nos auditeurs que c'était la période la plus dure, l'hiver le plus dur depuis le tout début de la grande invasion russe, parce qu'il y avait énormément de coupures. Décris comment est-ce que comment tu as vécu ce voyage cette fois-ci? Oh, tu sais, les voyages, quand tu sais qu'un pays est en guerre, tu ne vas pas t'attendre à arriver facilement. C'est vrai, je savais évidemment que Boryspil était plus accessible. Bon, je suis passé par Varsovie, comme tout le monde. Et puis, comme j'étais très pressé par le temps, je sais que la version facile et plus confortable, c'était de passer par Lviv, par le train, parce que dans le train, on peut se reposer. Mais bon, j'avais pas le temps, donc j'ai pris ces horribles bus, mais de Varsovie jusqu'à Kiev, qui prennent à peu près une quinzaine, 16 heures. Hein. On descend à la frontière polonaise, moins 20 degrés. Les Polonais nous font attendre une vingtaine de minutes dans la rue. Le premier accueil en Ukraine a été très chaleureux parce que, tu sais, quand il fait moins 20, c'est vraiment... Tu sors du bus à 2 heures du matin, il fait moins 20. Les Polonais te font attendre sur la partie non en guerre, la partie, on va dire, pacifiée de l'Europe. Et c'est très très froid. Et lorsque tu arrives en Ukraine, les Ukrainiens ne te font pas attendre dans la rue, mais te font rentrer dans une petite cabane chauffée. Je me dis, ça commence très bien. Cet accueil très agréable. Bon, et après, il y a l'autocar jusqu'à Védobyche, l'arrêt de métro que je connaissais bien. Et voilà, les gens du théâtre m'ont accueilli. C'était très... Oui, l'hiver était très froid. Mais tous les Ukrainiens, tous les copains que je revois au théâtre me disent « on n'a jamais eu un hiver froid comme ça ». Mais c'est pas vrai, vous en avez eu plein des comme ça, je me souviens bien. Sauf que quand il fait chaud à la maison, on ne le ressent pas du tout de la même façon. Et là, effectivement, à la maison, il n'y a pas de chauffage, c'était pas très facile. Donc évidemment, l'hiver était insupportable pour les Ukrainiens. Et insupportable à cause du froid. Et pas que, les coupures de courant, la peur aussi. La peur et les bombardements, les alertes, comment tu as vécu les alertes déjà? Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau, oui, pour moi, pour l'Ukraine. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des mises en scène sur 3 continents, dans plus d'une vingtaine de pays. Et les dernières expériences de ce type que j'ai eues, c'était en Kirghizie. Il y a de nombreuses années, il y avait une révolution à cette époque-là. Et je me souviens qu'on avait créé... avec une troupe internationale. À l'époque, Soros nous avait aidés, c'était au Kazakhstan. On a créé un spectacle qui devait partir en Asie centrale. Hein. Et les acteurs se posaient la question, mais là, au Kirghizie, il y a un soulèvement. Est-ce qu'on y va? Il y a des coups de feu et c'est très dangereux. Et je suis peut-être assez peureux de nature. Ça, c'est une réalité, je le reconnais. Mais dans des cas comme ça extrêmes, ça ne me pose pas de problème. Et ça m'inquiète même. Alors, on est parti quand même en Kirghizie. C'est vrai qu'il y avait des soldats partout. Parfois, on entendait des coups de feu. Donc, c'était ma première expérience il y a très longtemps. Ça devait être dans les années 2000, début des années 2000. Et ici... je mets la tête dans le sable, comme beaucoup d'Ukrainiens du reste. Je coupe le téléphone parce qu'on m'a évidemment donné une application pour savoir par exemple, cette nuit, il y a eu de bombardements. Alors, je le vois le matin parce que j'allume le téléphone le matin. Mais parfois, par contre, c'est plus inquiétant quand on est réveillé, effectivement. Mais qu'est-ce que vous voulez C'est étonnant parce que pour moi, quand je parle au théâtre, certains acteurs me disent « Ah non, quand il y a les alertes, on va dans la salle de bain, on s'éloigne des vitres. » D'autres ne le font pas.
finalement, je pense que vous avez appris à vivre avec ça. Alors certains qui sont dans les quartiers proches des centrales thermiques sont, effectivement, les pauvres, ils ont les coupures, ils ont tout, et ceux qui habitent dans des étages élevés doivent descendre souvent parce qu'ils ont peur de prendre un drone ou une bombe. Vous savez, la guerre, c'est pas ça pour moi. La guerre, je vais vous dire ce que c'est, ce qui est le plus tragique et le plus... Et ça, je pense que vous le connaissez beaucoup mieux que moi, mais ça, c'est peut-être ça qui définirait pour moi la guerre. Avant-hier, au théâtre, on a une pause pendant les répétitions, comme souvent. Les acteurs vont fumer, ils vont faire pipi, enfin, peu importe. Et on reprend, et il y a un acteur qui n'est pas là. Et l'assistante me dit... bon, Christophe, attends un moment, Dima demande 10 minutes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il vient de perdre son frère. Alors je dis, comment? Il a perdu son frère? Oui, il vient d'apprendre que son frère... Et je dis, évidemment, à la guerre. Oui, bien sûr, à la guerre. C'est ça pour moi, la guerre. Tu vois? Et je vais voir Dima, je l'embrasse, je le prends dans mes bras, et il me dit, on continue, Christophe, on continue. Et il vient. Et c'est moi qui avais peut-être plus de mal que lui à continuer la répétition. Voilà, c'est ça la guerre. Oui, parce que là, il y a presque quasiment plus de personnes qui n'ont pas quelqu'un de proche qui était tué, soit blessé à cette guerre. Il suffit de prendre la rue Krishétik, aller sur Maïdan pour voir justement beaucoup de drapeaux ukrainiens qui signifient justement en mémoire de ceux hommes et femmes tombés au combat ou tués lors des bombardements. Donc évidemment, même si on ne voit pas la guerre, elle est omniprésente. Si on voit une personne, on doit évidemment faire très attention à la rue parce qu'il y a presque plus. Il y a des statistiques, je crois, qui datent d'il y a 1 an et demi, qui disaient déjà que 85% des Ukrainiens avaient déjà chacun quelqu'un de proche, famille ou ami proche qui était soit mort, soit blessé. Donc, évidemment, avec beaucoup de probabilités, dans ta troupe, tu retrouves quelqu'un qui a perdu tout, voilà. Donc, durant vos répétitions. Oui, mais quand tu le vois, tu le ressens direct, et que tu vois la dignité, la force de réaction, par exemple, de cet acteur, qui est peut-être la même pour la majorité des gens, et certainement ici, sinon il n'aurait pas résisté du reste. C'est ça qui est le plus... C'est ça qui pourrait faire peur, c'est d'être confronté à ça, parce que ça, c'est vraiment la guerre. Les bombardements, lorsque les vitres tremblent, tu te dis, bon, oui, c'est effrayant, mais c'est peut-être une peur qui est une peur enfantine. Lorsque quelqu'un de proche, parce que c'est un acteur que j'apprécie, et généralement les acteurs, je les apprécie forcément, puisque je les ai choisis dans ma production, et on est dans un bateau ensemble. Ça, c'est déchirant, oui. Bon, la bombe, elle te tombe dessus, c'est terminé. Et on n'en parle plus. Là, c'est pas pareil. C'est quelque chose qui se creuse dans le tissu humain. Tu vois. Alors ça, c'est ça qui peut-être est le plus éprouvant. Parce que, bon, moi, je ne suis pas au front. C'est très, très difficile pour moi de parler de la guerre. Mais voilà, je peux parler de ça. Le reste, c'est difficile. Je ne suis pas tellement légitime, après tout. Ça fait déjà plusieurs mois que tu es ici à Kiev et tu passes tous les jours au théâtre. Donc, qu'un seul jour du week-end, c'est lundi. C'est le lundi, le seul jour de relâche, c'est le lundi, oui. Voilà, donc tous les jours tu es au théâtre à faire des répétitions en boucle avec les acteurs, etc. Explique à nos auditeurs à quoi est-ce que ça ressemble la vie du théâtre pendant ce contexte qui est quand même très différent, avec des coupures, avec le chauffage, avec la troupe, avec les acteurs qui traversent chacun et chacune, évidemment, des épreuves familiales, amicales en même temps. Oui, je reviens sur cette dignité que j'ai trouvée parmi les gens du théâtre. On ne parle pas de la guerre, en tout cas pas d'une manière frontale. Je sais que, comme tu le dis, beaucoup ont perdu des gens, ils n'en parlent pas, ils restent très... il y a même parfois de l'humour, ce qui est tout à fait merveilleux dans un certain sens. Mais les répétitions ont changé. Je connaissais le principe de travail du théâtre, des théâtres en Ukraine, bien sûr. C'est un système de théâtre de répertoire. Et donc, ce qui a changé, c'est que les acteurs travaillent énormément, beaucoup plus qu'avant.
moi, je regrette de ne pas avoir assez de temps de répétition. Et je n'ai pas assez de temps de répétition parce que le théâtre a 3 scènes, que les acteurs sont, par exemple, pris sur un spectacle qui est en cours de répétition le matin. L'après-midi, certains sont pris sur un 2e spectacle. Et le soir, les autres jouent sur un 3e spectacle, ou même un 4e, quelquefois plusieurs sont joués. Par conséquent, j'ai des temps de répétition extrêmement courts avec les acteurs. Ça peut sembler paradoxal, mais ça implique un travail beaucoup plus intense, parce que lorsqu'on n'a que 3 heures, eh bien pendant 3 heures, il faut fournir le travail de 5, 6, 7 heures très vite. Et les acteurs font ça avec tout le monde. Donc il y a ce travail effréné qui m'a un peu surpris, parce que personne ne me l'avait dit. Ça, c'était aussi une surprise. J'aurais dit, bon, c'est comme d'habitude, vous faites 2 services de répétition. Oui, Christophe, t'inquiète pas. Finalement, il y en a beaucoup plus. Et tu crois que c'est parce qu'il y a plus de spectacles actuellement? Il y a plus de spectacles, il y a peut-être moins d'argent, il y a moins de temps donc. Et donc on va beaucoup plus vite. Alors maintenant, j'approche de la première, on me donne plus de temps. Plus de temps. C'est Lione Daroghi, comme ils disent. Mais, et on fait avec, de toute façon. Mais ça a été aussi une découverte. Alors ça, c'est la première découverte pour le metteur en scène. On se dit, voilà, le temps, comment on va travailler avec les acteurs. Donc, des bouts de scène, parce que Molière, c'est assez difficile. Hein. C'est même plus qu'assez difficile. C'est toujours un défi existentiel. On se dit, on n'y arrivera jamais, c'est impossible de monter cette pièce. Et puis finalement, peut-être qu'on y arrivera. Mais alors, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, alors tu parlais de ce qui se passe concrètement. Alors physiquement, les alertes, parce que bon, moi, j'arrivais toujours à travailler un peu plus parce que je prends des acteurs à part. Donc, je fais mon puzzle de pièces par petits bouts, même une demi-scène, un quart de scène avec seulement 1 ou 2 acteurs. Et puis aussi, il y avait le choix des acteurs, parce que c'est important de créer une sorte d'équipage, comme sur un bateau. Donc, le temps est assez long pour trouver l'équipage, parce que c'est une chance incroyable que vous avez en Ukraine, d'avoir des théâtres... des troupes très importantes, une 50aine d'acteurs. Bon, le choix est toujours problématique, puisqu'il faut choisir. Quand il n'y a pas de choix, c'est plus simple. Après, il y a des jaloux qui sont pas de l'équipe, non? Oui, je ne sais pas si c'est de la jalousie. Je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde comprend que s'il n'est pas pris, c'est parce que ça ne correspond pas à l'ensemble de l'équipe. Mais bon, alors il y a ça. Alors il faut, dans des temps courts, quelquefois, trouver l'acteur idéal. Alors ça m'a pris beaucoup de temps. Mais ce qui est pour par exemple, les alertes, alors ça, évidemment, je ne connaissais pas... il y a deux groupes d'acteurs, si tu veux. Bon, la plupart éteignent leur téléphone pendant les répétitions, donc les alertes, personne ne les entend. Mais il y a toujours une ou 2 personnes qui voient qu'il y a une alerte. En règle générale, les acteurs ne s'arrêtent pas. Mais parfois, j'ai appris ça pendant la répétition, il y a quelquefois des alertes qui sont provoquées par des arechniks, ces missiles intercontinentaux, balistiques. Je ne sais pas si c'est ou en tout cas balistiques. Et là, 1 ou 2 acteurs s'arrêtent et vont à l'abri. C'est plus par, je sais pas, par précaution. Par précaution, oui. D'autres disent, oh là là, Christophe, il y a une alerte. Mais tiens, au théâtre, j'ai remarqué que c'était même pas les acteurs, c'était les acteurs. C'est quelqu'un qui rentre dans la répétition, quelqu'un du théâtre qui dit, je vous préviens, il y a une alerte. Et quand c'est des arechniks, alors ils en profitent pour aller fumer une cigarette, sous prétexte de faire une pause. Mais d'autres descendent. Une actrice m'a dit, mon Dieu, j'ai ma fille à la maison. Et elle s'est inquiétée, donc elle est partie à l'abri elle-même, ou téléphoner à sa mère, je ne sais pas. Bon, il y a ça aussi. Et puis, bon, dans le théâtre, en général, vous n'êtes pas certain de pouvoir voir une représentation jusqu'à la fin, si vous êtes pressé par le temps, parce que, bon, j'étais allé voir une amie à moi qui avait été actrice il y a 16 ans, qui est Rima Zubina, que j'aime beaucoup. Et Rima, elle jouait au Franco. Alors, elle m'invite. Bon, on ne s'est pas vu depuis une quinzaine d'années. Je vais la voir. Alors là, le spectacle a été interrompu à 2 reprises à Franco à cause des alertes. Donc, au lieu de se voir, je ne sais pas, après la représentation, bon, on s'est vu 2 heures après la représentation. Bon, ça peut être, comment dire...
C'est pas très grave, mais Et voilà. on peut imaginer aussi le stress des acteurs qui sont sur scène, par exemple. Donc, parce que nous, dans le public, c'est évident, on arrive voir une pièce de théâtre, après il y a une alerte qui sonne, et là, c'est par contre, ça c'est obligé. Donc, tout le monde doit quitter la salle du spectacle et puis aller quelque part. Souvent, les gens restent à côté de théâtre, mais bon, ils vont pas dans le métro, dans les abris. Mais pour les acteurs, ça veut dire qu'ils sont interrompus en plein déroulement de la pièce, après reprendre. Donc, c'est psychologiquement, je peux imaginer que ça représente un certain effort pour l'acteur parce qu'elle est déjà dans ce flux, je sais pas comment tu t'appelles, voilà, il est dedans, après il faut ressortir, après il faut réentrer, et ça peut durer, s'il y a deux pauses comme ça, même une fois suffit pour casser un peu le monde. Bien sûr. Eh ben, c'est une question que je me suis aussi posée. J'arrive pas à trouver de réponse parce que j'ai l'impression qu'ils en font, comment dire, presque un quotidien en se disant « Mince, à quelle heure on va rentrer ?» Mais bien sûr que certaines... Mais vous voyez, tu vois, Tatiana, en même temps, il y a cette dignité. On ne laisse pas transparaître ce problème-là. Le seul problème, c'est « Mince, on va rentrer plus tard. » Ou pourvu que le métro soit pas fermé. Oui. Aussi ça, parce qu'il y a le couvre-feu. Voilà. On ne se laisse pas... Enfin, j'ai le sentiment, peut-être que j'idéalise, mais j'ai l'impression que les acteurs ne se laissent pas envahir par ce problème au niveau de leur art. Ils le protègent. Le seul problème, c'est le métro ou c'est le temps. Mais la pièce, on la tiendra. Oui, parce que le taxi, ça coûte cher. Oui, aussi. Ouais. Si on habite loin. Oui, je pense. Je ne sais pas si le théâtre les aide pour ça. Oui, mais la plupart des acteurs ont des autos. C'est aussi une chose qui a changé. Je pense que les acteurs sont mieux traités peut-être qu'avant. Je ne sais pas, parce qu'avant, il n'y avait que très peu d'acteurs qui arrivaient au théâtre Molody en voiture. Maintenant, beaucoup arrivent en voiture. Donc j'imagine que leurs conditions de vie se sont améliorées. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont moins de temps. Parce qu'en plus, ils tournent beaucoup. Ils font des tickets, une possibilité. C'est là où ils gagnent de l'argent, il faut être honnête. Donc le théâtre a peut-être pas la même force d'attraction. Elle a uniquement une force d'attraction éventuellement artistique. Mais financièrement, je pense qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent avec les à côté. Oui, avec le cinéma, ou, je ne sais pas, la publicité, autres vidéos, évidemment. Donc la vie des acteurs n'a jamais été très facile. Mais bon, ils peuvent rentrer chez eux en voiture, ce qui évite justement le fameux métro qui est bloqué lorsqu'il y a une alerte. Alors ça, c'est effectivement, pour ceux qui habitent loin, c'est vraiment très, très problématique. Oui, tu viens d'évoquer ta visite au théâtre de Franco. C'est un autre théâtre, pas le théâtre où tu travailles pour voir une amie, des collègues, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire, parce que tu es là depuis plusieurs semaines, de la vie culturelle d'une capitale? Je comprends que tu n'as pas énormément de temps pour te rendre dans tous les lieux culturels, mais est-ce que tu as l'impression que ça reste vivant, que ça reste intense, que les gens s'intéressent? Parce qu'évidemment, comme metteur en scène, j'imagine que tu comptes beaucoup, que la salle sera pleine, voilà, le jour de ta première, n'est-ce pas? Est-ce que tu constates qu'il y ait la vie qui est là encore? Oui, bien sûr. C'est peut-être pas la même vie, mais alors, en même temps, il faut que je sois modeste dans mes précisions, parce que je sors très peu, je sors quasiment pas. Lorsque Irima m'invite, je vais voir les amis, mais en réalité, je suis tout le temps, à cause de ce manque de temps, au théâtre, et les seules pièces que je vois, c'est au Maladi, au Théâtre National Maladi, où, bon, Franco, c'était une exception. Alors, chaque fois que je suis allé au théâtre, alors c'est pour voir des acteurs que j'invitais ou pas, c'était plein à craquer. Il y avait un monde fou dans les salles. Il y a plusieurs scènes de théâtre, par exemple au Molody, elles sont toujours pleines. Donc les gens vont au théâtre, indépendamment des problèmes d'alerte. Je me souviens qu'au Franco, c'était l'après-midi, la pièce était jouée à 16h, et il était plein à craquer. C'est une très grande salle. Et c'était pas un grand classique, c'était une pièce, on va dire facile, entre guillemets. C'était pas une pièce, c'était plutôt une pièce de divertissement où les gens allaient voir des acteurs qu'ils connaissaient. Mais c'était plein à craquer. Mais pour le reste, malheureusement, Tatiana, je vois rien, je ne sais pas. Je me promène parfois le soir dans des quartiers que je connais de Kiev pour y avoir vécu. Donc je vais me promener vers la rue Veliki Jitomir, le Kreshati, que j'habite à côté. Et quand même, d'extérieur. Alors, je ne parle pas de la vie culturelle intérieure, parce que je vois devant Pinchuk, le Art Center, des queues énormes pour entrer, parce que j'habite pas très loin. Donc, il y a vraiment une envie. Mais d'extérieur, si j'étais un simple touriste qui ne connaît pas Kiev, je serais étonné de voir
l'absence de lumière dans la ville, des générateurs qui ronflent sur les bords du Cresciatic. Et malgré tout, il y a quelques chanteurs des rues, comme ça, qui résistent. Bon, le climat n'était pas toujours très favorable, mais il faisait très froid. Mais j'avais l'impression d'un Kiev un petit peu d'extérieur, hein, comme ça, un petit peu ralenti. Oui, ralenti. Il y a une atmosphère peut-être étrange, oui. C'est pas tout à fait le même Kiev qu'avant. Et on sent la guerre sans la sentir. C'est-à-dire que quelque chose se passe pour moi. Mais par contre, lorsqu'on rentre à l'intérieur dans le théâtre, alors là, c'est plein à craquer. Oui, il y a du monde, c'est très vivant. Et là, on ne ressent plus la guerre. On a l'impression que le monde artistique, alors, tu connais ça mieux que moi, Tiana, tu dois savoir exactement, mais j'imagine qu'il y a du monde dans les galeries, qu'il y a beaucoup... Alors, j'ai fait aussi une exception, je suis allé voir donc Nena Niejana au centre Lesa Ukrainka, parce qu'il y avait une lecture, une présentation d'auteurs contemporains ukrainiens, de nouvelle génération. Et donc, j'ai passé un petit moment là, il y avait beaucoup de monde. Et c'est quand même assez confidentiel, hein, les auteurs contemporains ukrainiens, même pour les Kieviens. C'est plutôt des représentations où généralement, il y a pas foule. Où Non, il y avait du monde, les gens étaient très actifs. Il y a une publication en même temps, une anthologie de ces auteurs. Donc voilà, il y a une vie intellectuelle qui continue, qui résiste, et bon, qui est très... qui me semble vivante. Enfin, ce que j'ai pu en voir. Ok. Est-ce que tes amis qui sont en France, ta famille ou les membres de famille qui sont en France, je peux imaginer que ça fait un peu bizarre d'avoir quelqu'un de ta famille qui serait tout d'un coup dans un pays où tout le monde sait que c'est la guerre en Ukraine et que évidemment que c'est pas un voyage de 3 jours. Je me rappelle l'époque où, par exemple, les hauts fonctionnaires, qui étaient européens, américains, venaient ici à Kiev s'endormir. C'est-à-dire pour minimiser les risques de frappe, etc. Donc ils venaient avec le train de matin et repartaient au soir. Donc pour éviter de dormir, tu restes quand même beaucoup de temps. Comment ça se passe dans ton cas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Christophe, est-ce qu'ils t'écrivent déjà après chaque grande alerte, comme tout récemment où il y avait cette attaque record en termes de drones et missiles ensemble? Donc, elle n'était peut-être pas la plus meurtrière, mais en termes d'objets volants, elle était sans doute la plus massive. Est-ce qu'ils s'inquiètent pour toi? Eh bien, peu de gens savent que je suis là. En fait, ma mère elle est très âgée. Elle ne sait pas que je suis là. Tu ne l'as pas dit exprès? Oui, bien sûr. Oui. J'ai dit que j'étais dans un autre pays, mais bon, je suis toujours par Mons et par Vaux, donc ça étonne personne que je sois absent pour une mise en scène pendant 2 ou 3 mois, donc ça, c'est pas le problème. Je peux dire que je suis dans n'importe quel autre pays, mais mes frères sont informés, quelques amis proches sont informés, oui. Bon. Alors, oui, je sais que les officiels, les diplomates prennent énormément de précautions qui me semblent un peu exagéré, même très exagéré. Ceux qui prennent des risques, c'est ceux qui sont au front, pas les autres. Ouais. Même si, malheureusement, il y a toujours des frappes. Bien sûr, il y a des frappes. Il ne faut pas le nier. Alors évidemment, c'est une autre forme de danger. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis là. J'ai une forme de légèreté, d'inconscience. Enfin, pas d'inconscience. Je vois bien, parce qu'un de mes acteurs, qui est aussi mon assistant, qui est un acteur âgé, qui s'appelle Anatoly Petrov, que j'aime beaucoup, il me promène en voiture et il me dit « Attends, Christophe, tu as un comportement inconscient. » Et il m'a montré des quartiers où il y avait eu des attaques de missiles. Et il m'a dit « Tu vois, ce quartier a été détruit. Tu vois cette maison, j'ai une amie qui habite là, qui est actrice. Regarde, l'immeuble est éventré. » Alors il m'a promené dans Kiev pour me convaincre d'arrêter de me promener sur le Cresciatic s'il y avait une alerte. Et je comprends tout ça, oui. Bien sûr. Mais bon, après, si on veut aider l'Ukraine, il faut pouvoir passer du temps. Alors, je n'ai pas la prétention d'aider l'Ukraine à mon petit niveau. Je viens revoir des amis. Je pense que c'est intéressant à Kiev de jouer cette grande pièce de Molière.
Bon, et mon rôle, il reste assez modeste, à vrai dire, par rapport à ça. Donc, Oui, mais la culture, elle est importante et comme tu venais de j'espère. dire, en fait, c'est les salles pleines. Évidemment, nous espérons tous que la salle sera pleine aussi pour ta première très, très bientôt. Et surtout Vertinsky, cet admirable acteur. Ah oui, il est très connu, il est très apprécié en Ukraine. C'est une star, on va dire, ici en Ukraine et à Kiev d'une manière particulière. Il y a quelques sujets qui t'intéressent dans la culture de l'Ukraine, dans l'histoire de l'Ukraine. On sait voilà, que tu m'as fait part de ton amour pour un auteur juif qui habitait à Kiev tout au début du XXe siècle et ton intérêt, ta passion pour le destin ou l'épisode ukrainien, si on peut dire comme ça, d'Honoré de Balzac, qui se passait aussi en Ukraine. Raconte-nous ces deux histoires. Ah oui, j'ai toujours... c'est drôle ce que tu dis, oui, parce que j'ai toujours été un grand amoureux de Balzac, depuis l'adolescence. La comédie humaine n'a pas beaucoup de secrets pour moi, et même sa correspondance, parce que j'en lis assez peu avec Anska, qui m'a passionné à l'adolescence, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai souvent voyagé avec Balzac en Ukraine parce qu'il s'est marié à Berdichev, qui n'est pas très très loin de Kiev, à 200-300 km, peut-être un peu moins de 300. Et mais toujours eu le rêve de me rendre à Berdichev. Alors il n'a pas rencontré Anska, je crois la première fois, la rencontre a été en Suisse, à Neuchâtel. Mais il a fait le voyage depuis Paris jusqu'à Berdichev. Enfin, bon, tu parlais du voyage actuel avec la guerre. Je pense qu'à l'époque, c'était bien plus difficile encore. Oui, avec les chevaux, avec la diligence. La diligence, les passeports qu'il fallait avoir pour passer tous les comtés, les petits royaumes d'Europe. Bon, et il est arrivé jusqu'à Berdichev et là, il a épousé Anska et il y a, alors voilà, je voudrais faire un petit tour là-bas, mais ça, bon, c'est un petit, comment dire, un petit voyage, un petit pèlerinage. D'ailleurs, c'est une ville étonnante parce que j'ai appris que Grossman était aussi né à Berdichev. Ça, je l'ignorais complètement. Et que Conrad a vécu. Il y a même un musée de Joseph Conrad qui est là. Il y a un musée de Joseph Conrad. Alors, une petite ville qui a une grande signification historique. Mais il y a beaucoup d'auteurs exceptionnels. Alors, c'est vrai que il y a des traductions très bonnes en français de littérature yiddish. Et alors ça parle d'un monde qui a disparu, le Yiddishland. Ça, c'est un monde absolument passionnant. Alors, Bergelson, par exemple, oui. Voilà, ton auteur, un de tes auteurs préférés. Donc. Oui, Bergelson. Alors, je ne lis pas le yiddish, malheureusement. Mais on a la chance en France, en tout cas, d'avoir de très, très bonnes traductions d'une partie importante de son œuvre romanesque. Et c'était très touchant à Kiev, grâce à toi d'ailleurs, Tatiana, tu as retrouvé pour moi la rue où habitait Bergelson. Alors ça, personne ne connaît, c'est quasiment... malheureusement, on n'a pas le numéro de la rue. Alors, et comme la rue est hélas très très longue, je l'ai faite dans tous les sens pour essayer d'imaginer où pouvait vivre Bergelson. C'est un auteur admirable, oui, parce qu'il parle d'un Kiev. Dans ses livres, il mentionne rarement le nom des villes. Il mentionne Varsovie, mais quand il parle de la ville, qui est probablement Kiev, il dit la ville, elle va à la ville, on va à la ville. Je pense qu'il parle de Kiev, et donc on nous plonge dans un Kiev de tout début du XXe siècle, qui est complètement fascinant, avant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et effectivement, on a la chance aujourd'hui de pouvoir marcher, en tout cas dans ce Kiev qu'il a connu. La rue est toujours là. Mmh. Merci beaucoup Christophe pour cet entretien, pour tes explications évidemment. Merci beaucoup pour ton soutien à ton niveau, soutien culturel. Il est important que la culture continue même pendant la guerre. Il est important que Molière soit à Kiev. On espère tous évidemment la salle pleine lors de ta première et tu nous raconteras en fait la réaction du public. Ben, j'espère. Et puis bon, je pense que c'est un échange. Je ne sais pas si j'aide l'Ukraine, mais en tout cas, l'Ukraine m'aide. Donc j'ai ce sentiment que si vous savez, on ne peut jamais vendre la peau de l'ours. Hein. Molière, c'est un monument. Alors, si on y arrive, on aura vraiment fait une chose ensemble. Et je crois que c'est ça qui est important. On se sera mutuellement entraidés. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission.
nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Christophe Galliot, metteur en scène. Christophe est venu en Ukraine en janvier 2026 pour mettre en scène La Var de Molière au théâtre Amoleux de Kiev. La première a eu lieu le 11 avril 2026. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.